Il est 8h33 sur RMC et BFM TV et ces deux invités pour le prix d'un ce matin, Nicolas Bouzou et Mathieu Plane. Essayez de comprendre ce qui s'est joué hier, ce qui va se jouer dans les jours qui viennent. Justement, vous êtes à la fois politique et non politique. Chacun a évidemment quand même son point de vue, mais essayez de comprendre avec deux points de vue. Un, si cette réforme, elle est vraiment urgente et nécessaire du point de vue économique. Et deux, si ces mobilisations, elles peuvent changer quelque chose. Alors, il y a d'un côté Mathieu Plane, bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Je dirais que vous êtes plutôt social, tendance de gauche. Nicolas Bouzou, vous êtes le directeur fondateur d'Asterès, société d'analyse économique et de conseil. Je dirais que vous êtes libéral. Est-ce qu'on est d'accord avec au moins ce décor posé ? Moi, ça me va. Lui, d'accord. Oui. Vous diriez quoi ? Social, quand même. Social, mais après, le débat est aussi autour des questions économiques. C'est pas que politique. Social, donc, voilà. réformiste, avec cette question. On a vu évidemment dans la rue une très forte mobilisation hier. Une mobilisation qui est d'ailleurs reconnue, y compris par le gouvernement. Est-ce que ça peut changer quelque chose, cette mobilisation, Mathieu Plane ? Alors, oui, ça peut modifier en partie le rapport de force. On voit quand même qu'il y a une mobilisation qui a été forte. Presque peut-être surprenante positivement pour les gens qui sont allés dans la rue. La question, c'est est-ce que cette mobilisation va s'élargir, y compris à des secteurs qui n'ont pas l'habitude de manifester ? Qui était dans le jeu hier. Qui était dans le jeu, voilà. Banques, et donc, la question, c'est effectivement, est-ce que des gens, y compris du secteur privé, vont se mobiliser pour manifester parce qu'ils considèrent que cette réforme ne convient pas ou est injuste ? En tout cas, il peut y avoir un débat qui peut s'approfondir pour ça. Nicolas Bouzou. Non mais toutes les réformes des retraites, en fait, vous avez ce genre de manifestation. En fait, on sait très bien que la réforme des retraites, c'est celle qui exige le plus de capital politique. On sait très bien que c'est celle qui met le plus de gens dans la rue. C'est très difficile de répondre à votre question. Enfin, pardonnez-moi, hein, c'est pas très radiophonique ni télévisuel ce que je vous dis, mais en réalité, il y a pas nécessairement de lien entre la mobilisation dans la rue et le fait que la réforme se fait ou pas. Ça dépend, en fait, on a tous les cas de figure. En 1995, il y avait eu de très fortes mobilisations et c'est une partie de la réforme, alors la partie sur les retraites qui avait été retirée. Quand Nicolas Sarkozy et Éric Woerth avaient fait passer l'âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans, il y avait eu des manifestations très importantes. Manifestation monstre. À peu près de la même ampleur, ça avait duré longtemps et la réforme était passée. Donc, voilà. Alors, en revanche, moi, je pense que la réforme est nécessaire. Moi, je la soutiens, donc j'espère qu'elle va se faire. Nécessaire et urgente. Alors justement, pour bien comprendre, vous estimez, Nicolas Bouzou, que cette réforme, elle est nécessaire et urgente. Vous, si je ne me trompe pas, Mathieu Plane, vous pensez qu'une réforme est nécessaire, mais pas urgente. Oui, je pense. Le timing est mauvais. Oui, le timing est mauvais. Enfin, j'allais dire, on a un peu un effet de loupe sur cette question des retraites aujourd'hui, alors qu'il y a des enjeux qui sont bien supérieurs, même à court terme, y compris la question autour de l'inflation, de l'énergie, des risques de faillite. Et j'allais dire, aujourd'hui, lancer un tel débat avec finalement assez peu de négociations peut créer des tensions importantes dans le pays, comme on peut voir, y compris de l'incertitude. Et comme on sait, l'incertitude n'est jamais très bon en économie. On parle même de possible récession. Là, si les tensions durent, on peut avoir même un basculement dans une récession. Or, une récession, c'est destructeur d'emplois, ça peut générer des faillites. Donc, j'allais dire, il aurait fallu peut-être prendre un peu de temps. On sort de 3 ans difficiles, crise Covid, crise énergétique, on a très peu de visibilité. Je trouve qu'on rajoute dans l'incertitude dans un moment qui est assez fragile où justement il faudrait peut-être pousser à ce que l'économie reparte, à la stabiliser, alors même qu'on est sur une réforme à l'horizon de 10 ans. Est-ce qu'il y a urgence à le faire aujourd'hui dans un moment aussi délicat ? Le pays est exsangue. Non, mais ce que nous dit l'analyse économique, ce que nous disent l'analyse économique et l'analyse politique, c'est qu'il vaut mieux faire les réformes quand les choses vont bien, parce que les réformes, c'est compliqué, ça demande du capital politique, etc. Non, mais c'est ce que nous dit l'analyse. Oui, mais justement, la vie, c'est pas l'analyse. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on voit dans la vie réelle, c'est qu'on fait des réformes quand elles doivent être faites, et c'est rarement le bon moment. Mais je crois que cette réforme des retraites, en fait, elle est assez mal présentée. C'est-à-dire qu'on la présente comme étant une réforme financière pour équilibrer les comptes, le système des retraites. Ce qui, à mon avis, est parfaitement légitime et il faut le faire. Mais je crois qu'il y a une autre dimension qui est très importante. C'est que cette réforme des retraites, elle est faite aussi pour que nous soyons plus nombreux à travailler. Et ça, c'est très important parce que être plus nombreux à travailler, c'est enrichir le pays, c'est augmenter le revenu national du pays. Et on a besoin de ressources ces prochaines années. On a besoin de ressources à investir dans la transition énergétique et dans la transition écologique. On a besoin de ressources à mettre dans l'éducation.
l'éducation, dans la justice, dans l'armée. On a énormément de choses à financer. On a un contrat social qui est coûteux. Et donc, nous avons besoin, pour financer ces dépenses, d'augmenter la quantité de travail dans l'économie. Et je pense que c'est aussi à ça que doit servir cette réforme des retraites. Et ça, je pense sur le fond que c'est urgent. Alors là, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec Nicolas Bouzou. C'est-à-dire que, clairement, on a besoin de plus de travail, de plus de ressources. La question, c'est est-ce que, justement, ces ressources, elles vont venir mécaniquement ou est-ce qu'elles sont générées par l'activité supplémentaire? C'est-à-dire qu'il faut des créations d'emplois. Or, cette réforme-là, qui d'ailleurs amène même des gens à travailler jusqu'à 44 ans, ce qui pose la question même de la justice sociale entre ceux qui travaillent en 43, alors que 44. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même cette question aussi du financement et de son équilibre. Mais la question, c'est comment on accompagne tous ces seniors. On a un choc démographique majeur dans les 10 prochaines années. Et donc, comment on absorbe dans les entreprises l'ensemble de ces seniors? On aura potentiellement 1 million de seniors actifs supplémentaires dans les 10 prochaines années. Et on n'a pas commencé à parler même de ça. C'est-à-dire comment les entreprises vont faire pour les garder sans les basculer au chômage, en ayant des arrêts maladie. On peut quand même revenir sur l'un des arguments du gouvernement qui est de dire on va mettre en place un index senior. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera un peu le name and shame, comme on dit aux États-Unis. Les entreprises qui n'ont pas suffisamment de seniors ou qui ne gardent pas suffisamment de seniors, leurs noms seront pointés du doigt. Est-ce que, franchement, ça suffit? Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu? Non, ça ne suffit pas. En fait, il y a deux choses quand on regarde l'emploi des... C'est-à-dire que s'ils n'emploient pas suffisamment de seniors, il n'y aura pas de sanctions. Les entreprises, à part qu'on leur dise c'est pas bien, ça suffit. Oui, alors, je ne suis pas sûr que ce soit à l'État de mettre en place des sanctions pour que les entreprises recrutent des seniors. Mais je voudrais vous dire quelque chose sur cette question des seniors. En effet, il est absolument indispensable que cette réforme, elle s'accompagne d'une hausse de l'emploi des seniors. Je dirais même, c'est le message que j'ai essayé de faire passer, elle doit être faite pour ça. Donc les deux aspects doivent être traités en même temps. Mais en réalité, il y a deux catégories de seniors. Pardonnez-moi, je schématise un peu. Mais il y a les seniors qui ont toujours travaillé, qui sont cadres, qui sont dans les grandes entreprises, et eux, qu'on repousse l'âge légal des retraites, en fait, ils vont rester dans l'entreprise, donc ça ne change pas grand-chose, si vous voulez. En revanche, il y a une partie des travailleurs qui font des travaux manuels, qui font des travaux usants, qui sont fatigués. Et c'est là, en effet, qu'on doit avoir une stratégie et que les partenaires sociaux doivent articuler une stratégie, alors entre eux, parce que c'est quand même le rôle aussi des syndicats de salariés et du patronat de regarder ce genre de choses, et ça peut être fait, bien évidemment, avec les pouvoirs publics. Et là, ce sont des questions de santé au travail, des questions de formation sur lesquelles, en effet, en France, on n'est pas à niveau. Donc là, il y a une politique publique à mettre en œuvre pour arriver à l'effet que c'est j'attends. Pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux sur cet emploi des seniors dans les propositions, Mathieu Plane? Je pense qu'il aurait fallu d'abord certainement diffuser un peu plus cet allongement, en tout cas, de durée de cotisation. Alors, on le passe aujourd'hui à 43 ans, mais le report de l'âge légal va être assez rapide. Dès l'année prochaine, pour ceux qui devaient partir l'année prochaine à la retraite, rappelle que ils auront 3 mois de plus. Je rappelle que le financement tient, si on arrive aussi à 4,5% de taux de chômage à l'horizon de 10 ans, on est à 7,5. Ça veut dire qu'on a 1 million de chômeurs en moins, ce qui va aussi créer des excédents, d'ailleurs, significatifs du côté de l'assurance chômage. C'est une question qu'on va pouvoir se poser. Aujourd'hui, on a déjà 4 milliards d'excédents avec 7,5% de taux de chômage. Si on a 4,5, on aura plus de 10 milliards d'excédents. Donc ça pourrait même poser la question de est-ce qu'on peut recycler ces excédents dans le déficit de l'assurance chômage? Et même le Trésor l'a montré, c'est-à-dire que quand on recule d'un an l'âge légal, en gros, on a 60% des seniors qui sont maintenus dans l'emploi, il y en a 40% qui passent dans l'inactivité ou le chômage. Donc, ce n'est pas mécanique. Et donc, je pense qu'il n'y a pas eu ce travail auprès des entreprises et avec les seniors de savoir comment elles pourront absorber, y compris pour des questions de compétitivité. Mais justement, c'est extrêmement important. C'est là, messieurs, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'à 8h41 sur RMC et BFM TV, on a 2 invités, 2 économistes, Nicolas Bouzou et Mathieu Plane. S'il y a bien un point sur lequel j'aimerais bien entendre le point de vue des économistes, c'est la question des sous et de l'urgence aussi économique. Et là-dessus, il y a ce fameux corps. Tout le monde nous parle du corps et chacun veut y lire ce qu'il a envie de lire. C'est-à-dire que ceux qui sont favorables à la réforme nous disent depuis un mois, regardez, le corps nous dit qu'il y a urgence, qu'on va être en déficit et que donc il faut absolument réformer les retraites. Et ceux qui sont contre cette réforme des retraites nous disent à l'inverse, non, le corps nous dit bien que les choses sont plus compliquées. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, hier. Jean-Luc Mélenchon qui était en manifestation et qui, lui, disait, mais au fond, non, il n'y a absolument pas de problème d'urgence et de déficit. Alors, il y a le président du corps qui lui-même s'est exprimé hier. Il était en audition devant les parlementaires.
Et au fond, il ne répond pas à cette question. Il dit il y a 4 hypothèses, il y a des scénarios hauts, il y a des scénarios bas, et il dit qu'en gros, le gouvernement a choisi le scénario du pire pour justifier sa réforme. C'est comme ça que j'ai entendu Nicolas Bouzou. Enfin, déjà, il y a des scénarios hauts et des scénarios bas, mais tous les scénarios donnent un régime de retraite en déficit. Donc, alors après, en effet, c'est très difficile de prévoir la démographie. J'entends bien, mais il n'y a aucune raison que le régime de retraite soit en déficit. Et puis ce régime de retraite, me semble-t-il, les Français y sont très attachés. Et donc il faut le protéger. Ça fait partie de notre contrat social. Donc il n'y a aucune raison de laisser dériver les déficits. Si on essaie de faire ce genre de réforme, c'est bien pour protéger le régime des retraites. C'est pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas en difficulté. Donc oui, je pense qu'il y a absolue nécessité de faire cette réforme. Ensuite, on peut discuter, et je sais que c'est un débat d'ailleurs entre Mathieu Plane et moi, on peut discuter sur la façon dont on finance ce déficit. Parce que je vais être tout à fait honnête avec vous, on pourrait dire on augmente les cotisations des entreprises. J'y suis défavorable pour de multiples raisons. Mais on peut avoir ce débat. En revanche, dire que la réforme est peu urgente et qu'il ne faut pas la faire, ça me paraît à côté de la plaque. Non, je crois qu'il y a quand même un consensus sur le fait que dans les projections à l'horizon, on va dire de 2030, il y a un déficit attendu des régimes de retraite. Après, l'ampleur de ce déficit est complexe parce que ça dépend des scénarios de croissance, de productivité, de retour ou pas au plein emploi. Donc on a beaucoup de paramètres qui ne sont pas maîtrisés. Et puis les chocs économiques qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il aurait pu prévoir la crise Covid, la crise énergétique. Donc on voit bien qu'on a assez peu de visibilité. Attention, la crise énergétique, on a reproché à Emmanuel Macron de dire qui aurait pu le prévoir. Voilà. Mais oui, non mais tout à fait. Au moins du point de vue la crise écologique, et de la crise écologique, ce qui n'était pas pareil. Il y a des choses qu'on peut prévoir. La crise écologique, on la prévoit depuis longtemps. La crise énergétique et la guerre en Ukraine, c'était plus compliqué. Et donc c'est vrai que ces paramètres-là, on voit que ça devient extrêmement technique. Et que d'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2017, n'avait pas prévu, quand il avait sa première réforme, n'était pas du tout une réforme paramétrique, c'était une réforme de structure. Il ne voulait pas toucher à l'âge de départ, il n'avait pas de question budgétaire. Il estimait même d'ailleurs que ce serait injuste de toucher à l'âge légal. Exactement. Et donc on est basculé d'une réforme structurelle de régime universel, régime un point, à une réforme purement paramétrique et budgétaire. Et c'est là où on n'est plus du tout dans la même chose. Et qui pose la question du mode de financement. Très clairement, est-ce que c'est uniquement les actifs qui doivent le financer et quel type d'actifs? Est-ce que c'est uniquement ceux de la classe moyenne? Je vais vous poser la question à tous les deux, messieurs, justement sur cette question de où est-ce qu'on aurait pu trouver ailleurs les sous. Mais je voudrais que vous écoutiez ce que Laurent Brun, qui était mon invité sur RMC ce matin, préconise. Laurent Brun qui est à la tête de la très puissante centrale syndicale CGT des cheminots. Écoutez. Quand on nous dit qu'il y a 12 milliards de déficit en 2027, je crois, d'abord 12 milliards, c'est 4%, je crois, du budget des retraites. Puis ensuite, 12 milliards, pas de problème. Il y a 66 milliards d'exonération de cotisations sociales. Donc disons que les 20% des entreprises les plus riches, on supprime les exonérations de cotisations sociales et on arrive. Et le compte y est. Voilà. Et le compte y est. Non, c'est pas. Moi, je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Moi, ce que je reproche effectivement au gouvernement, c'est effectivement. Mathieu Plane, vous n'êtes pas favorable à cette idée de réduire les exonérations de cotisations. Alors, on peut discuter. On ne peut pas dire que c'est uniquement par la réduction des exonérations. C'est vrai qu'il va falloir travailler plus. Après, il y a une mesure de justice. Est-ce que certains doivent travailler 44 ans quand d'autres doivent travailler 43 ans? Je pense que c'est là-dessus que va porter le débat. D'ailleurs, les gens qui ont manifesté ne parlent pas uniquement du fait qu'il va falloir travailler plus. Ils disent c'est injuste que certains qui ont commencé à travailler tôt doivent aller jusqu'à 64 ans. On n'a jamais autant entendu le gouvernement dire que sa réforme était juste, Nicolas Bouzou. Mais non, mais parce qu'il y a de vraies avancées sociales. L'augmentation du minimum contributif, par exemple, c'est-à-dire de la retraite minimum pour ceux qui ont travaillé. Alors, il faut avoir travaillé, il faut avoir fait une carrière complète. Faut quand même... Mais alors, je vais vous dire entre nous, je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels il peut y avoir une négociation ces prochaines semaines, si vous voulez. Parce Olivier Dussopt, hier soir sur BFM TV, laissait entendre qu'il pourrait y avoir quelques évolutions. Ça en fait partie pour vous, si on essaie de réfléchir à ce sur quoi le gouvernement pourrait bouger. Oui, parce que, comprenez-moi bien, ça ne touche pas à l'intérêt de la réforme. L'intérêt de la réforme, j'ai dit, ça serait vraiment 1200 pour tous. Ce serait 1200 pour tout, exactement, voilà. Pas avec un petit astérix en disant si vous avez bien cotisé. Je vous donne un exemple très concret. Beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont des indépendants, qui sont des professions libérales, cette question du minimum contributif pour ces professions-là, elle n'est pas claire, parce qu'il n'y a pas de salaire minimum quand vous êtes indépendant. Donc là, il y a sans doute des avancées, et ça, je pense, alors notre contrat social, c'est notre contrat social jusqu'au bout, c'est-à-dire soutenir et aider les personnes les plus faibles, me semble quelque chose qui doit être fait dans le cadre de cette réforme. Mathieu Plane. Oui, alors effectivement, il y a quand même une avancée sur ce minimum contributif, effectivement, de savoir qui pourra en bénéficier. Je reviens sur cette idée, c'est-à-dire de justice. C'est-à-dire, on est au courant qu'il va falloir travailler plus longtemps. Moi, je pense que la considération importante et sur laquelle le gouvernement va devoir travailler, c'est est-ce que, effectivement, des gens qui ont commencé à travailler plus jeunes, même s'il y a les carrières longues, devront faire 44 ans pour avoir leur retraite, alors même qu'ils souhaiteraient partir avant. C'est-à-dire que la philosophie même pourrait dire, effectivement, si une personne fait le choix de travailler moins longtemps et aura une retraite plus faible, on peut l'accepter. C'était en tout cas l'idée
de départ d'Emmanuel Macron. Il y a quand même aussi une nouveauté depuis hier et depuis cette très forte mobilisation, c'est que ça galvanise aussi non seulement les syndicats qui n'hésitent pas désormais à parler d'actions, y compris d'actions que certains considèrent antidémocratiques. Je pense notamment aux coupures d'électricité revendiquées par la CGT hier dans certains départements, comme l'Essonne par exemple, pour faire la démonstration qu'ils sont aux manettes. Ça pourrait se multiplier. Il y a quand même un peu deux France l'une contre l'autre qui se joue là quand même, Nicolas. Enfin, pardonnez-moi, mais ce qui est interdit par la loi ne doit pas être fait et ça doit être sanctionné par la loi. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de débat, si vous voulez. Non, ce que j'observe... Oui, mais s'il y a un rapport de force, et le rapport de force... Non, mais s'il y a un rapport de force, il doit se faire dans le cadre de la loi. On va pas commencer à aller couper l'électricité chez les uns et les autres. Qu'il y ait des manifestations, des protestations, ça c'est parfaitement légitime. On est un état de droit, c'est parfaitement normal qu'il y ait plus d'1 million de personnes, il n'y a aucun problème. Mais quand même, les choses doivent se faire dans ce cadre-là. Est-ce que vous me permettez, en 20 secondes, d'ajouter quelque chose ? Moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est qu'on fait comme si travailler plus, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable. Moi, je ne pense pas que ce soit grave pour un très grand nombre de nos concitoyens de travailler plus. Je pense même que c'est bien. Alors bien évidemment, il y a des professions qui sont très difficiles, il y a des professions qui sont pénibles, il y a des carrières longues, mais il y a des dispositifs. On peut les améliorer. La question de la pénibilité, par exemple, elle est prise en compte en France, mais c'est peut-être pas suffisant, etc. Donc là, il y a des choses à améliorer. Mais pardonnez-moi de vous le dire comme je le pense, je pense que travailler plus pour la majorité de nos concitoyens, c'est pas grave, c'est bien. Alors pour une majorité, le truc c'est quand même que la majorité des Français aujourd'hui sont contre cette réforme. Oui. Ah, mais j'ai le droit de pas être d'accord. Non, voilà, parce oui, mais vous ne pouvez pas dire du coup que pour une majorité, c'est accueilli comme une bonne nouvelle. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Des sondages d'opinion, ce que je veux dire, c'est que le travail n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est le message que je veux faire passer. La question du rapport au travail. Je pense que ça dépend du rapport au travail, ça dépend de la qualité du travail, du type de travail, de savoir à quel âge vous avez commencé à travailler, de l'usure au travail. Donc il y a plein de paramètres. Moi, ce que je reproche aussi là-dessus, c'est que, et d'ailleurs en 2019, il y a eu ces avancées qui étaient quand même intéressantes, c'était d'avoir une conférence de financement. C'est-à-dire de discuter les modalités de financement qui devaient effectivement payer. Est-ce que c'est les actifs pour les retraités? Est-ce qu'il y aura une participation des retraités? Est-ce que les entreprises les plus fortunés, vous estimez qu'ils auraient pu participer? Alors, il aurait fallu le discuter. Au moins le discuter. Aujourd'hui, on a une inflation qui était en 2022, qui était proche de 6%. On a une réindexation des retraites qui a été importante. Les salaires ont moins augmenté. Alors, c'est exceptionnel, mais ont moins augmenté que les retraites. Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là qui est très inflationniste, où les salaires augmentent moins vite que l'inflation, il est compliqué de demander aux actifs, notamment qu'on commence à travailler plus jeune, de travailler plus longtemps. Alors certains, et notamment du côté des politiques qui soutiennent les syndicats, estiment aussi qu'une autre des solutions, ce serait de taxer les plus riches. C'est la thèse notamment d'Oxfam. Et les plus riches qui sont même pointés du doigt aujourd'hui comme une forme d'opposition entre les milliardaires et les moins riches. Je disais tout à l'heure que Philippe Martinez avait même invité la CGT Énergie à aller couper le courant des plus riches. Et la patronne d'Europe Écologie Les Verts, elle dit même, en fait, on ne veut pas de milliardaires, on ne veut pas de riches. Écoutez. Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire? Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires. Ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Les milliardaires sont des vampires. Une France sans milliardaires, est-ce que c'est souhaitable? J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Moi, des milliardaires, j'en veux. Je veux des gens qui réussissent. Nicolas Bouzou veut des milliardaires. Ah oui, ce que je veux pas, c'est des pauvres. Ah, mais des milliardaires, j'en veux. Et je veux des gens qui réussissent. Et je veux qu'ils soient bien en France. Ouais, je pense que les grandes entreprises, je pense qu'LVMH, c'est une réussite absolument formidable. Quant au fait de dire on va taxer le patrimoine des riches pour financer les retraites, le patrimoine des riches, il dépend de leur capital boursier. Ça voudrait dire qu'on finance les retraites par, au fond, la spéculation sur les marchés financiers. C'est pas la façon dont je vois la sécurisation du financement de notre système de retraite. Sur les riches, est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver, Mathieu Plane, dans une société aussi à la fois inégalitaire, mais très opposée? Oui, conflictuelle. Alors, effectivement, c'est un peu la martingale, taxer les milliardaires à chaque fois, mais on voit qu'on va avoir besoin de ressources fiscales pour d'autres choses que les retraites. Oui. C'est pour ça qu'on fait un effet zoom sur les retraites. Vous dites oui, il faut les taxer, mais pas forcément pour sur les la retraites. transition énergétique, ça va être bien supérieur. Sur les questions de santé, de relocalisation industrielle, on va avoir des besoins qui sont phénoménaux, bien supérieurs à ceux des retraites. Et là, il va falloir des ressources fiscales. Donc la question, effectivement, des gros patrimoines, des plus riches, à la participation collective de certains financements va se poser. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans cette phase conflictuelle qui est dure. C'est qu'on a plutôt des baisses de pouvoir d'achat, on a plutôt des questions sociales qui sont, on va dire, un peu tendu, et finalement des valorisations patrimoniales très élevées. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur ce point. Nicolas Bouzou, Mathieu Plane, tous les deux, comment vous voyez les semaines qui viennent? Est-ce que la tension sociale, est-ce que la mobilisation peut être encore plus importante? Est-ce qu'il peut y avoir un rapport de force qui dure? Nicolas Bouzou? Oui.
Je pense que ce sera difficile, je pense que le rapport de force durera, et je pense que la réforme se fera. Il y aura sans doute une majorité à l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, c'est quand même le gouvernement qui gagne. Et donc, je pense qu'elle se fera, et je le souhaite. Et Mathieu Plane ? Moi, je pense qu'effectivement, ça passera au gouvernement, à l'Assemblée. Mais je pense qu'il y aura certainement à mon avis, des ajustements quand même de la part du gouvernement pour des mesures plus égalitaires, et notamment sur la question des 44 ans. Donc ces manifestations n'auront pas servi à rien. En tout cas, elles feront évoluer le texte. Merci à tous les deux. On y voit plus clair du coup ce matin. Nicolas Bouzou, Mathieu Plane, Nicolas Bouzou d'Asterès, Mathieu Plane de l'OFCE. Merci à tous les deux. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.